C'est un samedi après-midi de 1975. Vous avez 8 ans. Votre mère vous tend un billet froissé et quelques pièces. Va me chercher un paquet de gauloises, dit-elle simplement. Vous traversez la rue jusqu'au tabac du coin, poussez la porte qui tinte, et glissez les pièces sur le comptoir. Le buraliste ne pose aucune question. Il attrape le paquet bleu, vous rend la monnaie. Vous rentrez à la maison en sautillant, fier d'avoir rendu service. Aujourd'hui, ce geste simple serait un délit. Mais dans la France des années 70, c'était juste un samedi comme les autres. Le temps a passé, les lois ont changé, et aujourd'hui nous allons explorer ces moments, ces gestes, ces habitudes qui composaient le quotidien d'une époque révolue. Des choses parfaitement normales alors, qui vous vaudraient aujourd'hui de sérieux ennuis avec la justice. Le martinet. Le mot seul fait encore frissonner ceux qui l'ont connu. Si vous êtes allé à l'école dans les années 70, vous saviez ce que c'était. Vous le redoutiez. Et il y a de fortes chances que vous l'ayez subi. Dans le bureau du directeur ou parfois même devant toute la classe, on vous demandait de tendre les mains, paumes ouvertes, bras bien droits. Le martinet ou la règle en bois s'abattait une fois, 2 fois, parfois 3. Le claquement résonnait dans le couloir. La douleur était immédiate, vive, brûlante. Les larmes montaient aux yeux, mais il ne fallait surtout pas pleurer. Pleurer, c'était montrer sa faiblesse, et cela ne faisait qu'aggraver les choses. Les filles n'étaient pas épargnées. Elles recevaient souvent des coups de règle sur les doigts ou sur les mollets. Certains instituteurs gardaient leur instrument de punition bien en vue, accroché au mur, comme un avertissement permanent. La douleur durait des heures. Les marques rouges restaient des jours. Et vos parents? Ils ne se plaignaient pas. Bien au contraire, la plupart approuvaient. Qui aime bien châtie bien, disait-on. C'était l'éducation à l'ancienne, celle qui forgeait le caractère. Les châtiments corporels ont été officiellement interdits dans les écoles publiques en 1991, avec un décret qui les qualifiait enfin de ce qu'ils étaient, des violences. Aujourd'hui, lever la main sur un enfant à l'école, c'est une agression caractérisée, un acte impensable. Mais dans les années 70, on appelait simplement cela la discipline. Et tout le monde trouvait ça normal. Montez l'escalier étroit et en colimaçon d'un bus à Impérial dans la France des années 70, et vous entriez dans un autre monde. Un monde fait de fumée bleu-gris qui flottait dans l'air comme un brouillard permanent. L'étage supérieur du bus était le royaume des fumeurs. Chaque siège avait son cendrier intégré, petite coupelle métallique ternie par les années, débordant de mégots écrasés et de cendres. L'odeur vous saisissait avant même d'atteindre la dernière marche. Ce mélange de tabac froid, de cendres anciennes, cette senteur âcre qui s'accrochait à vos vêtements pendant des heures après être descendu. Ce n'était pas seulement autorisé. C'était encouragé, attendu même. L'étage supérieur appartenait aux fumeurs. Si vous vouliez de l'air frais, si vous teniez à vos poumons, vous restiez en bas. Mais si vous étiez un adolescent désespéré de paraître cool, de vous fondre dans la masse, de sembler plus âgé que vous ne l'étiez, vous montiez là-haut. Vous vous asseyiez tout au fond si possible, vous allumiez une gitane ou une Marlboro, et vous faisiez semblant de fumer depuis des années, en essayant de ne pas tousser. La loi Evin de 1991, puis son renforcement en 2007, ont tout changé. Fumer dans les transports en commun est devenu un délit pénal. Amendes immédiates. Les cendriers ont été arrachés. L'étage supérieur s'est enfin éclairci. L'air frais est revenu. Aujourd'hui, l'idée même d'allumer une cigarette dans un bus vous ferait expulser immédiatement. Dans les années 70, ne pas fumer là-haut, c'était ça qui était bizarre. 4, 5, parfois 6 enfants entassés sur la banquette arrière de la Renault 12 ou de la Peugeot 504. Pas de ceinture, pas de siège auto, aucune retenue d'aucune sorte. Juste se serrer fort. S'accrocher quand papa prend les virages trop vite.
Essayez de ne pas glisser les uns sur les autres quand ils freinent brusquement. Les longs trajets étaient un chaos absolu. Les enfants rebondissaient comme des balles de flippé. On se levait pour regarder par la fenêtre, on se penchait entre les sièges avant pour discuter, on s'agenouillait à l'envers sur la banquette, face à la lunette arrière, pour faire des grimaces à la voiture qui suivait. Sur l'autoroute, c'était notre divertissement principal. Vos parents ne vous disaient pas de vous asseoir. Ne vous demandez pas de rester tranquille. C'est comme ça que les enfants occupaient leur temps en voiture. S'il n'y avait vraiment pas assez de place, vous vous asseyez dans l'espace pour les pieds, recroquevillé entre les jambes des adultes, ou vous restiez debout au milieu entre les deux rangées, en vous tenant au siège avant pour garder l'équilibre. C'était simplement les voyages en famille de l'époque. La loi sur la ceinture de sécurité est finalement arrivée en 1973 pour les sièges avant. Obligatoire. Pas le choix. Les ceintures à l'arrière sont devenues obligatoires dans les voitures neuves en 1990, mais il a fallu attendre juillet 1991 pour que leur port devienne effectivement obligatoire. Avant cela, vous étiez totalement livré à vous-même. Si la voiture s'arrêtait brusquement, vous voliez vers l'avant. C'est de la physique élémentaire, mais personne ne semblait s'en préoccuper à l'époque. 3 demi au café du coin, puis rentrer chez soi au volant. Pas seulement acceptable, mais attendu. Un dernier pour la route signifiait exactement ce que ça disait. L'alcotest est arrivé en France en 1970, mais son application était faible, et les mentalités encore pires. Quelques verres n'ont jamais fait de mal à personne. On conduit plus prudemment, on se concentre davantage. C'est ce que les gens disaient. Les parkings des cafés le vendredi soir étaient pleins. Tout le monde prenait sa voiture. Laisser sa voiture signifiait qu'on était trop saoul pour marcher. Si vous pouviez marcher, vous pouviez conduire. La culture a changé lentement au fil des années. Dans les années 2000, l'alcool au volant est devenu quelque chose que les gens désapprouvaient. Dans les années 70, votre père rentrait du café tous les week-ends, et personne n'y pensait à deux fois. Vous souvenez-vous quand prendre l'avion pour l'Espagne était différent? Pas seulement les prix ou la sécurité, ou plutôt l'absence totale de sécurité. Vous montiez dans l'avion avec votre famille, les enfants excités, les parents détendus. Et pendant le vol, quelque chose de magique se produisait. La porte du cockpit s'ouvrait. Le commandant ou le copilote se penchait, regardait dans l'allée, repérait un enfant qui les observait avec de grands yeux. Tu veux voir comment tout ça fonctionne? Vous entriez directement dans le cockpit pendant que l'avion volait. Vous vous asseyez derrière les pilotes, parfois même dans le siège du pilote s'il s'agissait d'un vol tranquille. Il vous montrait les commandes, expliquait à quoi servaient tous ces cadrans et ces interrupteurs. Vous regardiez à travers ce pare-brise immense les nuages défiler, et vous aviez l'impression de piloter l'avion vous-même. Après 2001, les portes de cockpit sont devenues des barrières renforcées, verrouillées de l'intérieur, par balles. Vous ne pouviez plus vous en approcher pendant le vol. Aujourd'hui, même le personnel de cabine a besoin de procédures spéciales pour entrer. Les enfants dans le cockpit? Absolument interdit. Le 14 juillet. Chaque enfant en France avait accès aux pétards et aux feux d'artifice. Mais pas les grandes boîtes familiales sécurisées qu'on achète dans les supermarchés aujourd'hui. Non, des pétards individuels achetés un par un chez le marchand du coin. Ils étaient en vrac, dangereux, et c'était à vous d'en faire ce que vous vouliez. Vous entriez avec votre argent de poche, 50 centimes, peut-être 1 franc si vous aviez économisé. Vous pointiez du doigt l'étalage en carton derrière le comptoir. 2 pétards, s'il vous plaît. Un diabolo et une de ses fusées. Le commerçant hochait la tête, les attrapait, les glissait dans un petit sac en papier craft. Vous les tendait. Et vous repartiez. 10 ans, marchant dans la rue avec de véritables explosifs. Personne ne vous arrêtait.
Personne ne posait de questions. Les pétards étaient les meilleurs. Petits, rouges, puissants pour leur taille. Vous allumiez la mèche, regardiez grésiller, puis vous la lanciez aussi loin que possible. Bang! Assez fort pour faire sonner vos oreilles. On les mettait dans de vieilles bouteilles de lait pour amplifier le son. Sous des seaux. Une fois, un gamin en a mis un dans la boîte aux lettres d'un voisin. Personne n'a jamais avoué, mais tout le monde en a ri pendant des années. La loi s'est finalement durcie en 1998. Il fallait avoir 18 ans pour acheter des feux d'artifice. Les magasins avaient besoin de licences spéciales pour les vendre. Des réglementations de stockage sont apparues. Puis en 2010, les pétards ont été complètement interdits dans tout le pays. Trop dangereux, trop imprévisibles. Aujourd'hui, les feux d'artifice sont des explosifs contrôlés, traités avec sérieux. Dans les années 70, c'était le divertissement du samedi après-midi pour des enfants qui s'ennuyaient avec de l'argent de poche. Chaque trottoir en avait. Ses traces blanches et crayeuses. Dans les parcs, devant les écoles, partout. Personne ne ramassait. L'idée semblait absurde. Les chiens faisaient leurs besoins. La nature suivait son cours. Ce qui restait blanchissait et se désagrégeait avec le temps. Le blanc venait des os dans la nourriture pour chiens. Forte teneur en calcium. Ça séchait, devenait pâle. Vous appreniez à regarder où vous mettiez les pieds. Les lois sur les déjections canines sont arrivées en 1997. Les municipalités ont commencé à distribuer des amendes. 450 francs à l'époque, maintenant jusqu'à 450 €. Les sacs plastiques sont apparus. Des poubelles spéciales partout. Du supercarburant à chaque pompe. Cette odeur métallique si particulière. Toxique. L'essence plombée libérait des particules de plomb. Minuscules, invisibles. Respirées par tout le monde. Les enfants qui jouaient, les gens aux arrêts de bus, tous inhalaient du plomb. Personne n'en parlait. Des études ultérieures ont montré que les enfants des années 70 avaient des taux de plomb sanguin dangereusement élevés, liés à des difficultés d'apprentissage, une réduction du QI. Le retrait progressif a commencé dans les années 1980. L'essence sans plomb est apparue en 1986. Le super plombé a été interdit en 2000. Tous ceux qui ont vécu dans les années 70 ont du plomb dans les os. Les aires de jeu des années 70 étaient de véritables pièges mortels. Des structures métalliques au-dessus du béton. Pas de surface souple, juste du sol dur. Le tourniquet était le pire. Un cône métallique qui tournait. Vous attrapiez les barres. Vous couriez. Vous sautiez dessus. Ça tournait de plus en plus vite jusqu'à ce que quelqu'un s'envole et percute violemment le béton. Les toboggans en métal chauffaient en été. Brûlant. Les manèges tournaient jusqu'à vous faire vomir. Les structures d'escalade étaient des tubes d'échafaudage de 5 mètres de haut. Pas de filet en dessous. Aujourd'hui, il y a des surfaces en caoutchouc, des limites de hauteur, des inspections régulières. Dans les années 70, soit vous surviviez, soit vous ne surviviez pas. Écoles, hôpitaux, maisons, tous isolés avec de l'amiante. Pulvérisés sur les plafonds, enroulés autour des tuyaux, mélangés dans les carreaux. Les salles de classe en avaient au-dessus de votre tête. Ce plafond texturé rempli de fibres d'amiante. Quand il était endommagé, les particules tombaient, flottaient, se déposaient sur les bureaux. Vous les respiriez. Le lien avec le cancer était connu. Mésothéliome, maladie pulmonaire. Mais les réglementations étaient laxistes. Les ouvriers du bâtiment le manipulaient sans protection. L'amiante n'a été interdit qu'en 1997. Des millions de bâtiments en contiennent encore. Scellés maintenant, surveillés.
Mais dans les années 70, vous le touchiez et le respiriez tous les jours. Le matin de Noël, une vraie boîte de chimie. De vrais produits chimiques, des acides, des bases, de véritables poisons. Des instructions pour faire des cristaux, des explosions. Vous mélangiez des choses pour voir ce qui se passait. Parfois impressionnant, parfois terrifiant. Les pharmacies vendaient des produits chimiques individuellement. Permanganate de potassium, acide sulfurique, sans poser de questions. Des enfants se blessaient, mais les coffrets restaient en rayon. Les années 90 ont apporté des réglementations. Aujourd'hui, les coffrets sont complètement édulcorés. Dans les années 70, ils étaient véritablement dangereux. La plateforme ouverte à l'arrière du bus, sans porte. Vous sautiez dedans pendant qu'il roulait. Les bus ne s'arrêtaient pas à chaque arrêt. Ils ralentissaient. Vous couriez à côté, vous attrapiez la barre, vous vous balanciez à bord. Ou vous sautiez avant l'arrêt complet et vous atterrissiez en courant. Les contrôleurs se tenaient sur la plateforme. Ils ne vous empêchaient pas tant que vous payiez. Parfois, vous voyagiez gratuitement, montiez entre les arrêts, sautiez avant que le contrôleur ne vous atteigne. Les gens tombaient, se faisaient traîner. Ces bus ont circulé jusqu'au début des années 2000. Aujourd'hui, tous les bus ont des portes. Beaucoup plus sûrs, beaucoup moins excitants. Chaque jardin avait son feu de camp. Un baril métallique où l'on brûlait tout. Plastique, journaux, meubles cassés. Personne ne recyclait. La collecte était peu fréquente, alors vous brûliez. De la fumée noire partout. Les voisins faisaient la même chose. La loi sur la protection de l'environnement de 1992 y a mis fin. Aujourd'hui, brûler des déchets est illégal. À l'époque, c'était normal. Les cigarettes en chocolat. Des bâtonnets blancs enveloppés dans du papier imprimé comme de vrais paquets. Bout rouge. Vous faisiez semblant de les fumer, les teniez entre vos doigts, tapiez la cendre imaginaire, copiant chaque adulte que vous connaissiez. L'idée était de normaliser le tabagisme. Le faire paraître cool, adulte. Et ça marchait. Les enfants adoraient. Les critiques les appelaient des produits passerelles. Entraîner les enfants au vrai tabagisme. Interdite en 2016 en France. Elles ne peuvent plus être vendues en ressemblant à des cigarettes. Le pouce levé. Au bord de la route. En attendant que quelqu'un s'arrête. L'autostop était normal, acceptable. Les étudiants le faisaient. Les voyageurs, les travailleurs. Vous attendiez au rond-point, sur les grandes routes. Finalement, quelqu'un s'arrêtait. Vous montiez à bord. Personne ne s'inquiétait du danger. Montez dans la voiture d'un inconnu. Ce qui pourrait arriver? Vous faisiez simplement confiance. Les gens étaient serviables. La peur est venue plus tard. Des cas graves, des meurtres, des disparitions. Dans les années 90, l'autostop était devenu imprudent. Dans les années 70, c'était simplement la façon dont les gens se déplaçaient. Le contrôle technique a commencé en 1992, mais l'application était faible au début. Les sanctions étaient minimes. Beaucoup ne se dérangeaient pas, pneus lisses, feux cassés, freins douteux, trop de rouille dans le plancher. Si ça bougeait, vous le conduisiez. Se faire arrêter était peu probable. Les amendes étaient de 100 francs, peut-être 200. Certains garages passaient n'importe quoi pour le bon prix. 10 francs sur le comptoir. Soudain, votre cercueil roulant avait un certificat. Aujourd'hui, conduire sans contrôle technique signifie des points, des amendes allant jusqu'à 750 €, une assurance invalide. Dans les années 70, la moitié des voitures sur la route n'auraient probablement pas dû y être. Dimanche après-midi. La famille s'entasse dans la voiture, va au café.
Papa a besoin de sa bière. Vous irez bien sur le parking. Les enfants n'étaient pas autorisés dans les cafés, alors vous restiez dehors. Assis dans la voiture. Un paquet de chips, une bouteille de limonade. Attendez. 1 heure passait, puis 2. Vous finissiez vos chips. Vous lisiez la même bande dessinée 3 fois. Vous vous ennuyez. Chaud en été, froid en hiver. Finalement, les parents sortaient, le visage rouge, sentant la bière et la fumée. Le trajet du retour était toujours intéressant. La loi n'a pas beaucoup changé, mais la culture oui. Personne ne laisse plus les enfants dans les parkings. C'est considéré comme de la négligence maintenant. Dans les années 70, ça arrivait tous les dimanches. Chaque rue en France avait 7 enfants. Celui qui était régulièrement envoyé au tabac pour acheter les cigarettes de ses parents. C'était peut-être vous. 7, 8, 9 ans. L'âge n'avait pas d'importance. Tant que vous aviez le mot, l'argent, et que vous pouviez atteindre le comptoir, vous reveniez avec la marchandise. Un paquet de gauloises pour maman, s'il vous plaît. Vous tendiez le mot froissé. Peut-être ajoutiez-vous, elle est à la maison avec le bébé. Ou, papa est au travail. Pas que vous ayez besoin d'excuses. Le buraliste levait à peine les yeux. Il attrapait simplement le paquet sur l'étagère derrière lui. Rouge et blanc pour les Marlboro, bleu pour les Gauloises, vert pour les Gitanes. Il vous le tendait avec votre monnaie. Peut-être vous offrait-il un bonbon si vous étiez un client régulier, fidèle. Les distributeurs automatiques rendaient la chose encore plus facile. Ils étaient partout. Devant les cafés, dans les coins de bistrot, même montés sur les murs extérieurs des tabacs. Vous mettiez 50 centimes, parfois moins. Vous tiriez le levier métallique. Un paquet de cigarettes glissait par la fente. Pas de questions posées, pas de pièces d'identité requises, pas de supervision adulte nécessaire. Si vous pouviez atteindre la fente et que vous aviez les pièces, vous pouviez acheter des cigarettes. Simple comme ça. La loi a finalement changé en 2009. Acheter des produits du tabac pour toute personne de moins de 18 ans est devenu illégal. Achat par procuration, ils appelaient ça. Les magasins ont commencé à faire face à des amendes massives pour avoir vendu à des enfants. Les parents pouvaient être poursuivis pour les avoir envoyés. Les distributeurs automatiques ont complètement disparu en 2011. Interdits dans tout le pays. En l'espace de seulement 30 ans, un coup de main innocent pour vos parents est devenu une infraction pénale grave. Aider dans le magasin familial. Tenir la caisse, ranger les étagères, servir les clients. Vous aviez 10 ans, peut-être 11. L'âge n'avait pas vraiment d'importance parce que c'était la famille et on attendait de vous que vous aidiez. Les fermes, c'était exactement pareil. Les enfants travaillaient aux côtés de leurs parents. Nourrir les animaux, conduire les tracteurs, faire fonctionner les machines. De longues heures après l'école, les week-ends, les vacances scolaires. Pas de considération de santé et de sécurité. Pas de contrat ni de paperasse. Aujourd'hui, les lois sur le travail des enfants sont extrêmement strictes. Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent généralement pas travailler du tout. Ceux âgés de 14 à 16 ans font face à de lourdes restrictions. Heures limitées, type de travail interdit, inspection régulière. Les amendes pour violation sont lourdes. Les poursuites arrivent. Mais dans les années 70, les enfants travaillaient dans les épiceries de quartier, dans les fermes familiales, sur les marchés, derrière les comptoirs. C'était simplement ce que vous faisiez. Une partie de grandir et d'apprendre la responsabilité tout en contribuant à la famille. Si vous avez vécu ces moments, racontez vos meilleures histoires dans les commentaires. Avez-vous été envoyé chercher des cigarettes? Avez-vous reçu le martinet?
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a grandi dans les années 70. Abonnez-vous pour garder ces mémoires vivantes. Car ces souvenirs, aussi étranges qu'ils puissent paraître aujourd'hui, font partie de notre histoire collective. Ils nous rappellent d'où nous venons et combien le monde a changé. Pas toujours en mal. Parfois, simplement différemment.